long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Je suis ravi de vous retrouver après avoir fait un petit break pour cause de bouclage du prochain numéro de Rivers dont on va vous parler dans quelques instants. Avant qu'on parle de basket, je voulais vous parler un petit peu de musique, parce que vous savez que la culture basket, la fameuse hoop culture, ça ne s'arrête pas aux lignes du terrain. Et je voulais vous présenter le projet d'un producteur français qui s'appelle Gus La Tempête, qui a eu la gentillesse de m'envoyer son projet, comme vous pouvez le voir si vous nous regardez sur YouTube, édité en édition limitée en cassette audio. C'est un projet qui s'appelle Upside Down. C'est vraiment du hip-hop instrumental. Si vous aimez bien un petit peu ce que peuvent faire des gens comme Madlib ou J Dilla par le passé ou Onra, ce genre de choses. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très intéressant. C'est top. C'est en édition limitée. Gentiment, il m'a envoyé donc la numéro 23 d'un côté et la numéro 45 de l'autre parce que c'était juste après la sortie du MOOC spécial Jordan. Donc, allez écouter ça. Gus La Tempête, dites-nous ce que vous en avez pensé. Le projet s'appelle Upside Down et puis je mettrai le petit lien vers son projet sur sa page Bandcamp en description de ce pod. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder ça. Comme je vous le disais, j'étais pas là la semaine dernière, j'ai été supplié avec brio par mes acolytes Shai et Antoine parce qu'on était en train de boucler notre dernier numéro, le numéro spécial Boston, sur lequel Shai et Antoine ont aussi été bien occupés pour les articles qui les concernaient. Tout est bouclé, on vient de recevoir les premières photos, c'est en ce moment même chez l'imprimeur en train d'être imprimé. On est ravis vraiment de ce numéro dont on est plutôt fiers, on a hâte que vous l'ayez entre les mains. Si vous ne l'avez pas encore précommandé ou si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à aller sur Basket Session pour vous abonner ou le précommander, sachant que les frais de port sont gratuits pendant toute la période de prévente. Donc voilà, tout ça c'est sur Basket Session, vous trouverez tous les liens adéquats. Et comme on parlait de Boston dans ce nouveau numéro du MOOC, on voulait aussi revenir un petit peu sur leur saison et sur leur avenir à court terme. Vous savez que dans le MOOC, on n'est pas vraiment sur l'actu, on est vraiment sur des choses un peu transversales sur le long terme. On revient sur tout l'historique de ce club incroyable, les figures mythiques, les joueurs plus actuels qui peuvent représenter l'avenir et le présent de cette équipe. Et puis la ville en elle-même de Boston, qui est une ville vraiment assez paradoxale. Tout ça, on revient sur tout ça dans le MOOC. Mais pour le podcast d'aujourd'hui, finalement, on s'est dit qu'on n'avait pas vraiment fait de bilan sur ce qui s'est passé du côté des Celtics cette année et leur fin de saison un petit peu surprenante. Donc c'est l'occasion d'en reparler et on reparlera aussi d'une autre équipe qui est à la croisée des chemins. On vous laisse découvrir ça un petit peu plus tard dans le podcast, mais on a aussi une autre équipe dont on voulait parler. Long préambule en solo, Shai et Antoine, ravis de vous retrouver cet après-midi après vous avoir suivi ce matin, comme tous les matins, dans le CQFR. Boston. Je pense qu'on peut... c'est pas une surprise de dire que tout le monde s'attendait à ce que Boston sorte le 8. Au bout du compte, tout le monde s'attendait à ce que le 8 se fasse sortir par quasiment toutes les équipes qui ont pu jouer en playoff, à l'exception peut-être de New York. On peut peut-être commencer par là. En quelques mots, en 2-3 mots, qu'est-ce qui explique selon vous cette sortie de route des Celtics face au Heat ? Les Celtics, pour rappel, qui ont quand même été menés 3-0 avant de revenir et de forcer un Game 7 dans leur antre du TD Garden. Qu'est-ce qui peut expliquer cette fin de saison un petit peu en débandade du côté des Celtics, selon vous ? C'est une grosse question, hein, c'est dur, mais je pense qu'il faut pas se dire que c'est un accident de fin de saison, mais qu'on peut aussi trouver les racines du mal un peu plus tôt dans la saison quand même, je pense. On l'a vu en saison régulière, on a plusieurs fois alerté sur le fait que c'était une équipe qui était très forte, mais qui avait ses irrégularités, des errements au niveau de l'énergie, de la volonté, toutes ces choses-là. Et elles se sont retrouvées un peu pendant toutes ces playoffs où on n'a pas vu une équipe constante. On avait une équipe qui était sur courant alternatif, avec un coach qui se découvrait un peu pendant les playoffs, qui s'est cherché pendant toute la saison aussi, qui a fait des très bonnes choses, mais qui a semblé un peu dépassé par instant. Et je pense que c'est un tout. C'est une équipe qui a changé de coach, qui a dû gérer une affaire extra-sportive compliquée. C'est une équipe qui cherche aussi exactement qui est son leader ou qui sont ses leaders parfois. C'est tout en tout cas, moi je ne suis pas pour la thèse de l'accident en play-off
et que 9 fois sur 10 ce serait passé. Je pense que c'est plutôt 9 fois sur 10, il y a quelque chose qui aurait fait que ça ne fonctionne pas. Je te rejoins complètement. J'aime bien cette image-là que tu prends du 9 fois sur 10. Je pense que ça aurait pu se planter de différentes manières, effectivement. Je suis d'accord aussi que ce n'est pas un accident. Des mots-clés, je pense, tu as commencé déjà à en donner un, irrégularité, mentalité. En fait, je pense que ça va te perdre. De toute façon, j'ai l'impression que les Celtics, c'est dans la tête qu'il y a eu des soucis. C'est-à-dire que sur le papier, si tu regardes les joueurs de Miami, c'est vraiment pas sans leur faire... c'est pas pour leur faire offense, parce que je pense qu'ils ont montré qu'on a tous sous-estimé le Heat, sauf peut-être toi Théo à la limite, mais effectivement, je pense que la grande majorité d'entre nous ont sous-estimé Miami. Mais ceci étant dit, à Boston, il y avait quand même un effectif qui était taillé pour gagner le titre. J'ai l'impression que le problème, c'est pas tant les qualités intrinsèques de chaque joueur de l'effectif, c'est vraiment plus l'état d'esprit, groupé d'ailleurs pour le coup, de ces stars, mais à la fois dans l'ensemble, qui va du coaching jusqu'au... Je pense que Mazzulla a par moments perdu ses joueurs. Et c'est un peu tout ça qui, je pense, explique le fait que Boston s'est retrouvé dans cette position menée 3-0. Et paradoxalement, revenir à 3-3, c'est le moment où il y a eu cette espèce d'électrochoc mental, je dirais peut-être. Ils se sont mis à jouer plus dur à nouveau, ils se sont remis à défendre, etc. Mais bon... Et ils sont allés jouer au golf. Ils sont allés jouer au golf ensemble aussi. C'est pas par hasard quand même qu'aucune équipe a remonté un 3-0 en play-off. Je pense que les Celtics sont vraiment passés pas loin, et j'avoue que quand ils sont revenus à 3-3 avant de jouer le match 7 à domicile, j'y ai quand même un peu cru, mais bon, au final, je pense que dans les têtes, il y a des choses à régler du côté de Boston. Ouais, c'est intéressant. Finalement, j'ai le sentiment que avant que la saison commence, après l'histoire Ime Udoka, on se disait bon bah ça va être compliqué pour Boston de rebondir, comment ils vont réagir. Finalement, ils ont commencé très bien la saison, ils ont été forts pendant l'essentiel de l'année, et je me dis que ça peut-être finalement les qualités intrinsèques du groupe et de l'équipe ont un peu masqué peut-être des choses qui n'étaient pas très au clair, et en fait moi j'ai le sentiment que finalement il a peut-être manqué un peu une ligne directrice dans cette équipe, et j'aurais du mal en fait à pointer du doigt un seul responsable. J'ai l'impression que c'est vraiment, il y a vraiment des torts partagés, c'est-à-dire que je pense que je suis le premier à dire qu'effectivement Mazzulla était un peu dépassé en play-off, mais je suis aussi le premier à dire que c'est pas étonnant quand c'est ta première finalement apparition en play-off en tant que head coach, alors que tu étais l'un des assistants. Il y a un surnom là, certains commencent à l'appeler Second Round Joe, parce qu'il était même pas au premier rang des assistants, il était au deuxième rang, celui qui est derrière le banc l'an dernier. Il est passé de ce poste-là à celui de Second Row Joe, pardon. Il est passé à celui de head coach, donc c'est pas facile. Il est tombé face à Eric Spoelstra. Voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est l'un des, voire le meilleur coach quand même NBA actuel. C'est pas simple. Donc il y a ça d'une part. Il y a aussi, je pense que la grosse différence finalement entre Ime Udoka et lui, c'est quand même que Ime Udoka était plus, je pense, un coach défensif, et Mazzulla plus un coach offensif. C'est ce qui a fait, je pense, qu'il y a eu ces alternoiements en termes de roster, avec symbolisé par Robert Williams. Est-ce que Robert Williams doit être impliqué, est-ce qu'il doit être dans le 5 ou pas? Ça, jusqu'au bout, ça a été quand même un point compliqué, j'ai l'impression, au sein de l'équipe, qui faisait pas, comment dire, j'ai l'impression que ça a un peu divisé, les opinions étaient divisées au sein même de l'équipe, en fait, par rapport à ça. Et même pas que sur Robert Williams, d'ailleurs. Ouais, sur Grant Williams aussi. Et sur Grant Williams aussi, t'as raison. Deux joueurs défensifs. Dans l'article de The Athletic qui évoquait justement la fameuse partie de golf qui les a ressoudés, machin, il disait quand même que dans le vestiaire, ils n'étaient pas trop d'accord avec certains des choix de Joe Mazzulla, notamment sur l'utilisation de certains joueurs. Ouais, c'est clair. Les deux Williams. Ouais, les deux Williams. Non, mais c'est clair. Et en même temps, voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu tout ça qui explique cette sortie de route. Et puis, il y a aussi les inconstances parfois des meilleurs joueurs, que ce soit Jason Tatum, qui peut être... qui est quand même l'un des meilleurs joueurs actuels, sans aucun doute. Jaylen Brown, qui peut passer effectivement du rôle de lieutenant à celui de tête de proue, et parfois à celui de mec qui se trouve, comme c'était le cas dans le Game 7 face au Heat. J'ai l'impression que c'est une espèce d'accumulation de petites choses qui vont mener à la grande question. De toute façon, la grande question qui va animer tout l'été, que faire de cette équipe? Repartir avec Jaylen Brown en lui proposant directement le max ou pas? C'est un petit peu au cœur de tout ça. Mais pour revenir à ce que vous disiez tous les deux en introduction, là, je pense effectivement que cette équipe, elle a quand même le talent, les joueurs, voire même le roster,
pour être champion, ça je sais pas, mais en tout cas pour vraiment être ambitieuse et continuer de jouer le titre avec le groupe à l'identique, quoi. Mais il y a quand même là, il y a un scénario, enfin le scénario qui semble se dessiner, c'est quand même celui de la continuité de A à Z quasiment. Parce qu'ils ont reconduit Joe Mazzulla. Brad Stevens a l'air de lui faire une confiance aveugle, hein, parce que je pense qu'il y a dans d'autres franchises, même en ayant signé une prolongation avant, avec ce qui s'est passé pendant les playoffs, je pense que le coach aurait été remercié. Et là, il lui a accordé sa confiance. Et sur le reste, je pense que les 3/4 des cadres qui sont sous contrat seront là. Et j'imagine mal, pour l'instant, hein, je pense que Jaylen Brown va rester. Hein. Donc au moins, je pense qu'ils vont repartir avec le même, dans les mêmes dispositions. Et c'est ça qui m'intrigue un peu. Est-ce qu'une équipe identique ou presque, avec le même coach, même s'il y a une expérience collective plus importante et une expérience individuelle pour lui qui sera forcément supérieure, est-ce qu'elle est capable de faire beaucoup mieux et de plus être cette espèce d'énigme qui ne devrait pas être autant en difficulté vu le talent et vu qu'il y a des mecs dedans qui ont déjà joué des finales, juste l'année dernière, quoi. Donc moi j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers la continuité. Après on n'est pas à l'abri que tout soit chamboulé, mais je pense pas, à moins que vous voyez des gros trades en prévision, mais Non, je pense que la continuité, quelque part, en plus, quand tu vois le succès des Nuggets ou le succès à venir des Nuggets ou même le succès du Heat, tu te dis que miser sur la continuité, c'est quand même souvent la meilleure solution, surtout quand tu as été en finale finalement un an avant, quand tu as joué plusieurs finales de conférence. La continuité, c'est plutôt un bon choix. En tout cas, pour ce qui concerne le gros de l'effectif, après que les Celtics fassent des manœuvres je sais pas, autour de leur bande, la 7e, 8e place dans le roster, bah oui, ça, de toute façon, ça me semble possible et envisageable, et je dirais même que ça serait plutôt une bonne idée d'ajouter un élément. Mais ce qui me surprend un peu, c'est plus pour Mazzulla. Je dis pas que c'est une mauvaise décision de le garder. Ouais. Je pensais juste une fois qu'il y avait 3-0, pour moi, Mazzulla, il est sauté, parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a quand même des moments où il a perdu son groupe. Peut-être qu'il a regagné par la suite, je sais pas, ou est-ce que c'était une réaction d'orgueil plutôt menée par les joueurs. J'ai du mal à savoir. C'est à Horford qui a regagné le groupe, je pense. Mais bon. Ouais, c'est possible. Moi, vraiment, j'ai eu le sentiment dans les discours, dans les conférences de presse, dans sa manière de parler à lui, dans sa manière dont lui parlait, dans la manière dont les joueurs parlaient, j'ai quand même eu l'impression qu'il y a un moment, voilà, où il a la fameuse expression perdu son groupe. Justement, dans l'article de The Athletic dont tu parlais, il y a quand même plusieurs scènes qui sont décrites où on voit par exemple Jaylen Brown, tu vois, qui s'oppose ouvertement à son coach, mais en plus pas de manière, c'est pas dans la discussion, il va lui dire non, je suis pas d'accord avec toi. C'est Mazzulla fait toute une séance vidéo sur l'attaque, et puis donc après cette séance vidéo, et on se réunit, on va faire un cri ensemble. Et qu'est-ce qu'il crie, Jaylen Brown? Defense, tu vois. 1, 2, 3 defense. Je veux dire, c'est un message clair, c'est presque insolent. On pourrait honnêtement presque le tourner comme ça. Donc c'est une manière un peu insolente selon moi de s'opposer à son coach, même si pour le coup je suis d'accord avec Jaylen Brown, je pense que les Celtics auraient dû mettre plus l'accent sur la défense. Mais voilà, je suis surpris que Mazzulla soit reconduit, mais d'un autre côté, Boston est sorti tard, donc forcément en finale de conférence, c'est la dernière équipe à être sortie avant les deux finalistes. Los Angeles était déjà en vacances. La plupart des équipes qui avaient libéré leur coach avaient déjà trouvé leur nouveau coach. Je ne sais plus exactement à quel moment Nick Nurse est annoncé par Philadelphie, mais c'est peut-être même pendant la série. Ou même si c'est après, tu sais que le processus est déjà enclenché, donc tu n'as plus forcément beaucoup de choix sur le marché. Donc quelque part, j'ai bougé ma caméra, pardon. À ce niveau-là, je comprends que Boston ait fait le choix de miser encore sur Mazzulla, mais ça, c'était le choix qui me surprend un peu plus. Par contre, pour l'effectif, oui, clairement, je pense que miser sur la continuité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. S'ils attendaient un peu, ils avaient Doc Rivers, c'est con. Hein. Pardon. Magnifique. Non, mais pour Mazzulla, à 3-0, je pensais aussi qu'il pouvait tout simplement pas rester parce qu'on imaginait une sortie soit en sweep, là c'était impossible, même un 4-1, je pense que c'était pas possible. Ouais. Là, 4-3, effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie dynamique parce que je pense que dans le match 3, il a clairement perdu son groupe dans le match 3. Hein. Le match 3, il est catastrophique J'avais rarement vu une équipe à ce stade de la compétition quitter, en fait, vraiment lâcher la corde. Limite partir au vestiaire avant la fin du match, c'était assez impressionnant le match 3, franchement, et tu sens que les mecs ils attendent qu'une chose, c'est que le buzzer final sonne. Mais je pense que par contre, au-delà du fait qu'ils aient réussi à pousser l'aventure jusqu'à un match 7, si les Celtics sont gardés, c'est que je pense qu'il n'a pas complètement perdu le vestiaire, parce que sinon c'était impossible. Je pense que la première chose que tu fais dans ce cas-là, c'est quand même sonder les joueurs. Tu peux pas imposer le coach
un coach aussi expérimenté et aussi même peut-être talentueux soit-il, tu peux pas l'imposer à un groupe comme ça. Si vraiment le groupe dit non, on veut plus de lui, je pense que c'était impossible. Le fait qu'il ait été prolongé, ça veut dire, je pense que humainement, en tout cas, les mecs continuent à croire en lui. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en fait, il s'est retrouvé plus jeune coach de NBA, sans aucune expérience à ce niveau-là. Et en plus, il faut savoir quand même que le staff technique des Celtics avait été pillé parce qu'en fait, Oui. leur meilleur assistant est parti coacher à Utah. Damon Stoudemire est parti coacher à l'université. C'était quand même leurs deux meilleurs assistants, les deux assistants principaux de Boston. Ça s'est fait un peu tardivement, ce qui fait qu'il n'y avait même pas un staff vraiment étoffé autour de lui. Là, les premières options du côté des Celtics, ça a été justement de renforcer un peu le staff par des assistants qui ont dû... Ils ont pressurisé des Bucks, là. Voilà, exactement. Charles Lee, ouais. Exactement. Donc ça, je pense que c'est vraiment intéressant. Et puis jouer la carte de la continuité, moi honnêtement, je pense que c'est quand même la meilleure solution pour Boston parce que cette équipe, elle a le talent pour. En ce qui concerne Jaylen Brown, je pense que la meilleure option, c'est quand même de le re-signer, quoi qu'il arrive, à court terme. Parce qu'en fait, tu peux pas compenser l'impact d'un joueur comme ça s'il part ou si... Donc autant le garder en te disant, bon, bah de toute façon, au pire, si vraiment ça marche plus, on pourra toujours l'échanger plus tard, en fait. Et au moins, tu as une vraie monnaie d'échange très forte. Il y a que s'il il a vraiment plus envie d'être là. Et bon, il y a des petits signes qui laissent penser qu'il n'est pas qu'il n'est pas heureux à 100%. Après, ça veut pas dire qu'il serait pas performant. Il y a que si ça devient un peu intenable de ce côté-là, où il leur fait comprendre qu'il veut être tradé, que ça peut bouger. Mais la logique sportive et financière va pas dans le sens de se séparer de lui. Pardon, vas-y. Non, mais j'allais dire, de toute façon, c'est simple, en fait. Si lui, il veut pas être là, il signe pas l'extension max. Ouais. Mais À un sauf moment, jamais il renoncera à une extension comme ça. c'est ça l'ironie des joueurs dans cette NBA actuelle. C'est que si tu veux pas être là, bah, il te reste 1 an à attendre, mon gars, et puis t'es free agent, tu vois. Et puis là, tu vas où tu veux. Et l'ironie dans cette ligue, c'est que tu as des mecs qui sont capables de prendre le supermax, de signer leur contrat sur 5 ans. Ils prennent, après, est-ce qu'à leur place, je ferais différemment? Non, je ferais sans doute la même chose. Quelque part, tu peux toucher 300 millions de dollars ou 250 millions de dollars et après, 6 mois plus tard, tu dis non, mais en fait, j'ai pas envie d'être là. Bon, voilà, bref, c'est juste ça. J'allais dire, voilà, on l'a déjà vu, ça. Ouais, c'est vrai qu'on l'a déjà vu. Bon, j'ose espérer que Kevin Durant qu'il peut être un peu différent dans sa mentalité. De toute façon, je pense que d'un côté comme la question, en fait, c'est la vraie question du côté de Boston, en fait, c'est est-ce qu'ils peuvent se permettre d'essayer de négocier, en fait. C'est ça la vraie question, quoi. Ouais. Et lui demander de prendre un peu moins, c'est ça la vraie question, parce que derrière, sinon, s'ils sont sûrs que c'est pas possible, je pense que ils sont obligés de lui proposer le max, quitte à se dire si ça marche pas, on le tradera, et lui, il va être obligé de le prendre en se disant si ça marche pas, on verra, d'un côté comme de l'autre, quoi. De toute façon, en fait, un joueur comme lui, dans cette NBA, dans ce contexte, c'est normal qu'il prenne le supermax, Jaylen Brown, en fait. Je veux dire, c'est un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste, c'est un des, je sais pas, 30 meilleurs joueurs de la NBA. Bah, enfin, c'est logique 10, que tu le payes, quoi. Cette année. 10, t'aurais dit par cette année? Bah, il était dans un deuxième team All-NBA. Ouais. Ah ouais, oui, bon, après, non, mais t'as raison. Non, mais en tout cas, c'est un super joueur. Comme tu l'as dit, tu le perds, t'es pas sûr de... On en parlera sans doute à un moment si on évoque des transferts, notamment quand on évoquera l'autre équipe du podcast. Mais enfin, Jaylen Brown, tu trouves difficilement mieux, en fait, comme deuxième option. Ouais. Et si tu fais un transfert, en plus, il y a quasiment 99% de chances que le joueur, même si tu fais un transfert contre un autre All-Star, il y a de très fortes chances que tu récupères un mec moins fort que lui. Donc, bon. C'est possible. Ouais, c'est vraiment la question qui est intéressante. Alors, sans vouloir en dévoiler trop de choses dans le MOOC, mais voilà, on a eu des super consultants avec lesquels on a pu échanger pour ce numéro, notamment Bob Ryan, pour ceux qui savent un peu, c'est voilà, la plume légendaire historique du Boston Globe qui suit les Celtics depuis le début des années 70. Il y avait aussi un auteur qui s'appelle Dart Adams, qui est vraiment spécialiste de toute la partie historique de Boston, et un autre journaliste du New York Times. Et en fait, quand on leur posait cette question de l'avenir, tous quand même soulignaient la jeunesse de l'effectif, le fait que Jaylen Brown et Jason Tatum soient très jeunes et déjà une grosse expérience, et disaient, bon, bah quand même, quand tu as des joueurs aussi forts qui t'ont emmené aussi loin, aussi jeunes, ça vaut le coup de retenter le coup. Je pense que finalement, il y a une autre chose qui est vraiment intéressante entre la fameuse question Jason Tatum, Jaylen Brown. Ça fait longtemps maintenant qu'on se pose la question, est-ce qu'il faut les séparer ou pas? Moi, j'ai tendance à dire que quand c'est deux joueurs très forts qui s'entendent bien, et globalement, je trouve qu'ils s'entendent bien, tu as quand même plutôt intérêt à les garder ensemble. Mais il y a une chose quand même qui est vraie, que j'ai entendu
notamment JJ Redick soulignait, c'est le fait que finalement ce qui est dommage pour cette équipe de Boston, c'est que le fait ils sont très forts tous les deux, mais tu peux pas compter sur du jeu à deux avec eux qui soit injouable en fait. Parce que tout simplement les équipes vont changer et qu'en fait tu vas te retrouver, de toute façon les deux meilleurs défenseurs extérieurs d'en face vont se retrouver sur Jaylen Brown et Jason Tatum, et si tu joues du pick and roll pour l'un ou pour l'autre ou des écrans pour l'un ou pour l'autre, ils vont juste se retrouver face à un autre très bon défenseur. Et c'est pas du tout, tu peux pas essayer d'exploiter des mismatchs comme le jeu à deux qu'on voit Jamal Murray, Nikola Jokic jouer depuis plusieurs années est somptueux et pose tout un tas de problèmes justement parce que tu peux pas simplement te permettre de changer tout simplement, ou si tu changes ça, en bout de course ça te cause tout un tas de problèmes défensifs. Leur c'est vrai que poste c'est pas le cas du côté des Celtics. Alors poste et profil sont peut-être pas assez différents pour qu'il y ait cette question-là, mais moi c'est surtout, certes ils fonctionnent bien ensemble, même si au début ça a été compliqué apparemment, je peux pas m'empêcher de penser au fait que, c'est toujours sur Jaylen Brown que je me concentre, parce que je pense que Tatum il est dans un fauteuil, il sait que c'est le chouchou de la franchise, que les dirigeants ils feront jamais rien qui va pas dans son sens, je pense. C'est plutôt Jaylen Brown, je ne sais pas à quel point il est prêt à accepter de continuer d'avoir un rôle un peu secondaire, alors que je pense qu'il sait et qu'il croit en tout cas avoir un niveau qui n'est pas si éloigné que ça de celui de l'autre. Et il l'a montré dans les conférences de presse et à plein de moments qu'il semblait quand même frustré, à la fois par les fans de Boston, parfois par l'équipe. Je continue de me demander si à un moment il ne va pas se dire non mais moi je vaux mieux que ça et la situation me convient pas, et même s'il n'est pas tradé, est-ce que ça peut pas et est-ce que ça s'est pas déjà retranscrit dans le jeu parfois? C'est ça que je me demande un peu. Moi, je vais botter un peu en touche. Je pense qu'en fait, Boston n'a pas trop le choix. C'est-à-dire que c'est vrai, et quand on y réfléchit, on n'a pas vu deux ailiers comme ça au poste si similaire mener une équipe au titre récemment. C'est les duos qui fonctionnent le mieux, qui ont très bien fonctionné. Il y avait effectivement cette possibilité de proposer quelque chose à la défense quand tu les faisais combiner. Brown et Tatum, ils n'ont pas forcément une synergie. Mais si j'étais Boston, donc je pars du principe que Brown, si je l'échange, je ne récupérerai pas un joueur plus fort. Tu vois, donc c'est pas comme si demain je pouvais échanger Brown pour avoir un Embiid, tu vois, un Joel Embiid, et là je suis sur un poste différent. Ou tiens, je vais échanger Jaylen Brown et je vais prendre, je sais pas, un des meilleurs meneurs de la ligue et je vais prendre Damian Lillard, tu vois, ou des trucs comme ça. Ça peut être un joueur un peu moins fort, mais plus compatible. Mais en fait, je pense que moins fort, ça marcherait pas. Je pense que moins fort, si tu prends un joueur, après peut-être que je me trompe, mais je pense que si tu as un joueur moins fort que Brown sur un autre poste, le risque, c'est qu'en fait, ton équipe, d'un coup, elle est plus assez forte individuellement. Tu as besoin d'individualité. Je sais que ces finales montrent à quel point le collectif est important, mais si on regarde dans ces finales, ça montre quand même qu'il faut encore deux stars. Jamal Murray est une superstar, voilà, je l'ai dit, ça y est, c'est une superstar. Et les Nuggets, s'il n'y a pas de Jamal Murray et qu'il y a un joueur moins fort à la place, je ne sais pas, trouvez-moi un mec du profil de Murray, mais en moins fort, je ne suis pas sûr que Denver, ça aille au bout. Très sincèrement, tu as besoin vraiment de deux individualités minimum très fortes qui sont capables de débloquer des situations. J'ai peur que si tu as un mec moins fort que Jaylen Brown, sachant que ce n'est pas non plus, je ne pense pas qu'il soit dans le top 10 de la ligue justement pour reprendre les All-NBA, j'ai peur que tu sois trop juste. Donc pour l'instant, j'ai l'impression que Boston n'a pas trop d'autres choix. Tant qu'ils ne sont pas mis face à un choix, je pense que eux, la seule possibilité, c'est de continuer. Et par contre, le fait qu'ils soient très similaires, entre guillemets, dans leur profil et dans leur jeu, en fait, ça pousse presque Boston. Je ne sais pas si tu te souviens, Théo, une fois, tu nous avais posé la question, qu'est-ce que vous pensez qui est le mieux? Quand c'est Tatum qui brille ou quand c'est Brown qui brille? Je pense qu'en fait, Boston, pour gagner, parce que les deux ont un rôle similaire et qu'ils ne sont pas forcément à même de se tirer l'un et l'autre vers le haut, tu as besoin qu'ils fonctionnent vraiment en même temps. Parce que c'est pas comme si, tu vois, la défense, par exemple, la défense contre les Nuggets, elle peut se dire, on va stopper Murray. Mais si tu stoppes Murray, par définition, Jokic, il aura plus d'espace. Si tu stoppes Jokic, par définition, Murray aura plus d'espace. Là, Tatum et Brown, il n'y aura pas cette synergie, donc tu as besoin que les deux soient forts individuellement. Et je pense que c'est la condition pour que Boston vraiment gagne, et c'est qu'il y ait une campagne où les deux, ils marchent sur l'eau, quoi. Non, je suis d'accord. En fait, pour replacer un petit peu la question que je vous avais posée, c'est qu'est-ce qui vous... En fait, c'était sur le scoring, vraiment. Est-ce que tu préfères que ça soit... Qu'est-ce qui est la meilleure nouvelle si tu es fan des Celtics, de voir que c'est Jaylen Brown qui a mis 40 points ou Jason Tatum? Et moi, je reste un petit peu... Enfin, je vais aller au bout de ce que je pense là, au sujet de ces deux joueurs-là, mais finalement, juste pour revenir sur ce que disait Shai tout à l'heure, sur est-ce que Jaylen Brown, il se sent à sa place, etc. Bon, franchement, dans la ligue... Bon, après, je sais que les joueurs sont pas forcément, objectifs par rapport à ça, mais
des mecs qui peuvent être l'option numéro 1 d'une équipe qui joue le titre, il y en a peut-être 5, allez, maxi, et encore je suis très large, hein. Franchement je pense qu'il y en a 3, 4 maximum, quoi. Donc derrière, si tu es le joueur A, B, tu vois, c'est genre tu as un A, un B, ce qui pour moi est un petit peu le cas de Jason Tatum et de Jaylen Brown, j'ai tendance à penser qu'il y a vraiment de l'espace pour tout le monde. Et je pense que il y a peut-être quand même un problème de hiérarchie. Moi j'ai quand même... Parce qu'en fait, ils sont très similaires, mais c'est quand même pas les mêmes joueurs. Et moi, j'ai tendance à trouver que là, les fois où j'aime bien Jaylen Brown, et ça peut se discuter, hein, je comprends que c'est pas du tout un avis qui peut être que tout le monde, enfin, il peut y avoir des avis différents, mais moi j'aime bien Jaylen Brown quand il rentre et qu'il est focus sur le scoring et l'impact défensif-offensif dans le jeu presque quasiment direct en fait. Et je trouve qu'il a vraiment ce côté où il va être à 100% dès la première possession, ce qui n'est pas tout à fait le cas de Jason Tatum. Et Jason Tatum, il a une palette plus large par contre, de playmaker, même parfois il a cette capacité à pouvoir se mettre en retrait puis à se montrer. Et en fait, j'ai l'impression que l'équilibre pour ces deux joueurs-là, il est peut-être là en fait. Dans une répartition des rôles plus claire. Alors, je ne sais pas comment Joe Mazzulla a réparti les rôles auprès d'eux en interne, mais voilà, un peu, toi, tu es le puncher offensif, tu es dans le 5, mais limite comme si tu étais un 6e homme. Tu es dans le 5, tu joues, si tu es ouvert, tu joues, sinon tu lâches la balle, tu défends, tu vas au rebond, et Jason Tatum, toi, tu es la pierre angulaire de notre jeu offensif. Même si tu n'es pas le meneur de fait, c'est quand même sur toi que ça repose l'équilibre du jeu, il faut que tu brilles là-dessus. De toute façon, il ne faut pas que Brown y dribble, enfin, on est d'accord, faut pas c'est pas à lui qu'il aille à gauche en tout cas. Voilà, c'est compliqué quand même. Il y a une petite vidéo là, qui est passée sur Instagram. Bon, c'est toujours un peu bâtard ces vidéos, d'images où tu le vois, tu vois le 8 le forcer à aller sur sa main gauche là, dans les 2 derniers matchs. C'est catastrophique, quoi. Voilà, et donc par contre, s'il joue comme tu le dis et où il se concentre sur ce qu'il sait faire à merveille, là ça change tout. Et Tatum a fait des progrès en playmaking. Il est plus à même d'être un peu chef d'orchestre en fait ils sont complémentaires. Ils l'ont montré. Il y a plein de matchs dans la saison et sur les 2 dernières saisons. Parce qu'il ne faut pas oublier la saison passée des Celtics qui a été magnifique. Et il y a plein de matchs où ils étaient à 30 points tous les deux et où ils étaient parfaitement en osmose et ça se passait très très bien. Ça, pour moi, c'est le meilleur scénario, ça. Ouais, le scénario où les deux scorent beaucoup, où les deux font des stats et où ils se prennent à peu près le même nombre de tirs, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison et dans les playoffs, parce qu'il faut aussi impliquer les autres. C'est ça le problème, c'est que tu as toujours un moment de la saison où Marcus Smart va gueuler pour leur demander d'arrêter de jouer juste tous les deux et chacun de leur côté. Et puis il y a des joueurs qui ont besoin aussi d'être mis en avant. Enfin, les Brogdon et tout, ils sont pas là non plus pour les faire valoir. Donc je pense que c'est le meilleur scénario, c'est où les deux ont un nombre important de tirs et des opportunités de scorer. En plus, tu sais, même si Tatum il est très 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 fort, et même s'il a déjà brillé dans des matchs décisifs, on ne sait pas encore à quel point, on ne sait pas si vraiment l'un des deux est capable d'être un des 3 joueurs en question dont tu parlais, Théo, ou même les 5 si on élargit. Et moi, je serais d'avis de dire que non. Je pense que même Tatum, aussi fort soit-il, pour moi, ce n'est pas un joueur qui aujourd'hui est vraiment le meilleur joueur d'une équipe qui gagne le titre. Par contre, s'il en est très très proche et que Brown il se rapproche de Tatum en termes de niveau, là, en fait, c'est possible. C'est possible parce que sur une saison, tu ne sais jamais, il y a toujours des blessés dans d'autres équipes, il y a toujours des choses, et puis tu as une défense forte. Tu peux t'appuyer sur des choses qui vont compenser le fait que ce n'est pas forcément un top 5 player. Pour ce qui est de Brown, l'avantage, on en revient à la jeunesse, il est jeune et il bosse beaucoup. Tatum et Brown, tous les deux, c'est des gros bosseurs. Donc Brown, il peut travailler sa main gauche. Lui, pour le coup, il a vraiment un truc à cibler cet été. Autant je trouve que Tatum, il est déjà très complet. C'est peut-être plus presque mental, de la compréhension de certaines choses plutôt que vraiment un aspect technique concernant Tatum. Autant Brown, lui, il a un truc très technique à travailler. Donc on peut se dire qu'il va encore progresser. Maintenant, juste pour revenir sur Théo, ce que tu mettais en avant, tu vois, moi je suis d'accord, Tatum, c'est le plus all-around des deux. Et Brown, c'est peut-être celui qui le plus punchy. Tu vois, celui qui attaque en tout cas avec plus d'agressivité que Tatum, qui est des fois aime trop. Tu as l'impression qu'il se regarde jouer, Tatum, par moment. Tatum, tu as l'impression qu'il y a une glace, tu vois, il y a une glace sur le panneau des 24 secondes et il se regarde en même temps, et il se kiffe un peu. T'as vu ce que je fais là quand même. Parce que c'est vrai, il est beau, il est super élégant et tout, tu vois, à devoir jouer, mais tu as l'impression qu'il le sait. Le seul truc qui me gêne dans cette configuration, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que tu vois, si je prends un truc avec les Clippers, donc ton meilleur joueur, c'est Tatum. Donc Tatum, ce serait Kawhi. Et ton deuxième meilleur joueur, c'est Brown qui serait George. Par contre, c'est Tatum qui assumerait le rôle de Paul George et Brown qui assumerait celui de Kawhi Leonard. Et c'est là où je trouve ça un poil bizarre, mais quelque part, pourquoi pas, tu vois, je vois ce que tu veux dire et je me dis, c'est vrai que ça serait intéressant. Mais ce petit hic, c'est ce qui me fait penser que vraiment le mieux, c'est pas quand il y en a un 40,
c'est quand les deux ils sont à 30. Quoi. Et Si on parle de points, vraiment les deux à 30 points, là, tu te dis, est-ce que le hic, c'est pas que l'équipe est beaucoup moins un profil défensif que l'année dernière, et l'année dernière, ils étaient parfaits dans une équipe qui était d'abord tournée vers la défense. Là, cette année, Mazzulla a apporté quelque chose offensivement, hein, c'est clair. En saison, c'était beaucoup plus productif en attaque. Mais on l'a vu en playoff, défensivement, il y a des matchs où c'était désastreux et où ils ont encaissé beaucoup trop de points. Et je me demande si ça passe pas par si la saison prochaine, la réussite de la saison prochaine passe pas par un retour un peu aux fondamentaux, à cet ADN défensif qu'il y avait sous Brad Stevens, puis sous Udoka. Et je me demande même s'ils n'ont pas déjà passé une sorte de pacte, vu que les joueurs ont l'air d'avoir gueulé sur le fait que l'aspect défensif n'était pas assez mis en avant. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit, l'année prochaine, on va d'abord travailler là-dessus, et c'est un peu la condition sous laquelle tu restes, quoi, à Mazzulla. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, ils sont pas obligés de changer l'effectif pour ça, en fait. Ah oui, ils l'ont déjà. Parce que finalement, Derrick White, qui a pris une place hyper importante en attaque dans le jeu des Celtics, c'est un de leurs meilleurs défenseurs aussi. Donc en fait, ils ont déjà quasiment toutes les pièces sur place. Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Antoine, c'est super bien vu là sur les statuts de Jason Tatum et de Jalen Brown. Mais au bout du compte, si tu regardes Denver, c'est Nikola Jokic qui joue le rôle de facilitateur pour tout le monde. Et tu sais que c'est lui le meilleur joueur, en fait. Donc c'est pas pour dire que c'est simple ou que... Mais c'est voilà, en fait, ça arrive, tu vois. C'est pas impossible, non, clairement. C'est pas impossible. Et je pense que voilà, en plus, la Ligue, maintenant, elle est suffisamment... les observateurs, les fans sont suffisamment éduqués aussi pour que tu sois pas dans le mode il marque moins de points que Jalen Brown, donc il est moins fort que Jalen Brown, tu vois. Je pense que voilà, tout le monde est assez lucide sur ces choses-là. Mais c'est des questions qui sont pas simples. Et finalement, c'est toi, Antoine, je crois qu'on a parlé souvent de est-ce qu'il manque pas un vrai meneur dans cette équipe de Boston, finalement. C'est vraiment une question que j'ai trouvée pertinente là, pendant ces playoffs, parce que même si Marcus Smart a fait des belles performances parfois, si Jason Tatum a été bon dans le playmaking à d'autres moments, j'ai l'impression quand même qu'il manquait un petit peu ça, et c'est peut-être encore accentué par le fait que Joe Mazzulla était aussi jeune comme head coach, quoi. Mais voilà, un mec, un moment, qui puisse remettre la machine sur les bons rails, stopper, poser le système, ou voir que Jalen Brown il commence à faire la gueule parce que ça fait 3 fois de suite qu'il n'a pas touché la balle. Vas-y, on va lui proposer un petit switch, le mettre le faire briller en lui proposant une opposition plus simple. Tu vois, ce que savent faire des mecs comme Chris Paul, comme d'autres. Hein, je dis pas, il y en a d'autres des meneurs de ce calibre-là. C'est quand même, je pense, c'est un autre skill set, et pour le coup, à part peut-être Al Horford, mais qui n'a pas les capacités de pouvoir faire ça parce que c'est pas du tout son poste, je sais pas s'ils ont un joueur capable de faire ça, en fait. Non, je pense que ça manque, mais je pense que tu l'as cité. Je pense que Chris Paul, ça doit être la cible pour cet été. C'est un pari pas cher une fois qu'il sera libéré de son contrat, parce que je pense que les Suns n'arriveront pas à le libérer, enfin à le transférer, il sera coupé. Derrière, il aura déjà 15 millions de la part des Suns, donc tu peux le re-signer pour moins cher. Tu peux le signer pour pas trop cher, et je pense que c'est clairement la cible pour Boston. C'est le mec qui peut changer beaucoup de choses. Je pense qu'il n'est pas cuit, Chris Paul. Je pense qu'il est cuit si tu lui demandes un trop grand rôle. Mais je pense que voilà, tu as un coach qui est jeune, qui aura besoin d'un relais sur le terrain, d'un relais fort. Marcus Smart, il a énormément de cœur, il a du courage, mais il n'a pas le QI basket de Chris Paul, il n'a pas le leadership de Chris Paul. Leadership un peu quand même. Un peu, ouais. Ouais, si. J'étais en train de réfléchir en même temps dans ma tête, j'étais en train de me dire. Mais il a une autre forme de leadership. Ouais. Je serais d'avis, autant Jalen Brown, je ne sais pas ce que ça donne si tu lui gueules dessus. Autant je me dis que Tatum, des fois, ça peut lui faire du bien. Tu vois, d'avoir un Chris Paul à ses côtés. Voilà, ça peut être vraiment. Et si derrière, tu as une finale Boston-Phoenix, voilà, imaginons, on se projette dans un an, petite finale Boston-Phoenix, c'est toujours bon, je pense, d'avoir un Chris Paul revanchard. En tout cas, bon, pour revenir sur le truc de l'organisation du jeu, clairement, hein, et je pense que l'accent a été mis sur l'attaque par Mazzulla parce qu'il s'est dit, on a déjà la défense, on a déjà des principes, ça marche, on va essayer de créer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé pendant la saison. Il y a quand même plus de jeux à Boston. On est d'accord, il y a plus de circulation de balles. Et j'ai été le premier à dire Mazzulla, dans ce pod, tiens, Mazzulla, je ne l'aurais peut-être pas gardé. Mais d'un côté, les joueurs de Boston, j'imagine que Mazzulla, il leur a pas dit d'arrêter de défendre. Ça, c'est la première chose. Et pareil, même si en play-off, on a vu la défense un peu perdre pied, on a aussi vu l'attaque perdre pied, en fait. Toute la circulation de balles qu'on a vue en saison régulière, il y a des moments, elle a complètement disparu en play-off. Il y a eu beaucoup moins de mouvements. Ça a été, je sais pas, il y a eu des moments où je trouve que les joueurs, eux aussi, tout simplement, ils sont enfermés dans des trucs.
Déjà, ils s'en sortent bien contre les Sixers avec le recul. Hein. Il passe quand même. Enfin, il aura fallu un match extraordinaire de Jason Tatum, tu dis, et un match extraordinaire quand même basé sur une adresse extraordinaire. Sachant que c'est quand même toujours la donnée qu'on maîtrise le moins dans ce sport. Et c'est pour ça qu'on dit la défense fait gagner fait gagner des titres. Parce que de toute façon, quand tout va mal, c'est toujours le truc sur lequel tu peux te reposer. C'est un socle qui est quasiment immuable si tu as une bonne défense, des joueurs qui se donnent un système défensif qui fonctionne. C'est toujours le truc sur lequel tu peux te reposer. Alors que l'adresse, on voit bien, même avec une équipe comme Miami qui est très bonne défensivement, en fait, leur variable à eux, la variable du hit, c'est l'adresse en fait. Un match où ils mettent dedans, ils peuvent être champions NBA, et puis il suffit que tu en aies deux où tu te plantes, et puis non, finalement tu vas pas au bout. C'est pour ça que c'est complètement quoi. Ouais. En tout cas, ça va être intéressant à suivre pour Boston, c'est sûr. Sachant qu'il y aura d'autres sujets quand même. Il y a quand même le cas de Grant Williams qui est free agent, Malcolm Brogdon, si je me trompe pas, qui est aussi en fin de contrat ou qui peut exercer une clause. Je me rappelle plus précisément, mais il me semble que c'est les deux des sujets sur lesquels Boston devra trancher. Et sachant que voilà, finalement l'an prochain, de toute façon, même avec le nouveau CBA, ça pique pas encore trop. Par contre, c'est l'année d'après où de toute façon les équipes qui ont qui éclatent trop le salary cap pourront plus se permettre de continuer parce que derrière les sanctions sont trop énormes quoi. Là, j'ai leur salaire sous les yeux, effectivement. Alors, Brogdon, en fait, il est sous contrat quand même jusqu'en 2025 à 22 millions. Donc, il prend quand même une. Je pense pas qu'ils vont pouvoir garder tout leur guard à un moment. Brogdon, il prend quand même 22 millions, Smart 18, Derrick White 18, et tous ces gars-là, ils sont là jusqu'en 2025. Alors c'est bien, au moins ils ont de la continuité, tu vois, mais si tu rajoutes derrière le Supermax de Jaylen Brown, t'es quand même effectivement Grant Williams, là, il y a une free agency restricted, donc c'est-à-dire avec possibilité de s'aligner sur toutes les offres si les Celtics le décident. Il restera pas, je pense. Je suis pas sûr qu'il reste. J'allais dire la même chose. C'est le même coach. Je suis pas garanti qu'il reste Grant Williams. Je me dis que là, si lui il peut avoir une possibilité d'aller signer, je sais pas, 50 millions sur 4 ans ou 55 millions sur 4 ans ailleurs, un salaire que les Celtics pourront pas lui proposer, et en plus sans doute des équipes qui pourront lui proposer un rôle plus stable, parce que lui, pour le coup, oui, effectivement, il est sorti de la rotation par moment, presque de manière incompréhensible, je dirais d'ailleurs. Ouais, mais il y a un écart entre la perception du joueur qu'il est, enfin, de la valeur qu'il pense avoir et de celle que les Celtics veulent. C'est toujours comme ça. Enfin, tu vois, alors c'est drôle, c'est un joueur important, moi je l'aime bien, hein, mais il a son espèce de trip avec Batman et tout, tu sais, il a quand même, je pense qu'il sait qu'il est important, tu vois. Enfin, il se voit important dans cette équipe, et je pense qu'il imagine que s'il avait joué plus et été plus impliqué, peut-être que les Celtics n'auraient pas. Enfin, ça se sentait un peu dans ses déclarations. Je pense qu'il va pas rester et qu'il y a une équipe qui aura raison de lui donner un peu de sous et un rôle plus important, parce que c'est un très bon joueur. Ouais, mais c'est vrai que le gap entre effectivement l'image qu'il a de lui-même et son image réelle et l'image que les autres ont de lui, laisse tomber, c'est les montagnes russes le truc. Et même d'un match à l'autre, c'est aussi un peu, enfin. Moi j'aime bien, mais en fait il me fait un peu penser, parce qu'on en a souvent parlé au sujet des mecs des Grizzlies, mais j'aime bien les mecs qui se laissent pas marcher sur les pieds, qui vont dire faut que tu me respectes, mais il y a un moment quand même où tu dis non mais pose-toi, hein, t'es Grant Williams, arrête de parler aux arbitres comme si t'étais Kobe à chaque fois qu'il y a un coup de sifflet, quoi. C'est relax un petit peu, quoi. D'ailleurs, les Celtics ont été insupportables sur ça. Vraiment, ils se sont plaints du début à la fin, quoi. Chaque coup de sifflet, chaque truc, c'était. T'as l'impression qu'il y avait un espèce de complot mondial organisé par le comité des arbitres contre les Celtics, quoi. Alors que c'est quand même l'équipe qui est, je pense que la Ligue, si on veut rentrer dans des théories du complot, etc., je pense que la NBA préférait largement avoir Boston que Miami en finale NBA. Bah oui. C'est quand même ironique le nombre. Enfin, ils n'ont pas arrêté de se plaindre, en fait. C'est clair. Surtout dans la début de série contre Miami. Pendant les finales NBA, là, quand je vois quand même... des fois, je me demande, je fais juste une digression, ce qu'il faudrait qu'il se passe pour que Bam Adebayo, on siffle une faute sur lui quand il va au dunk ou quand... C'est un truc de malade. Je sais pas si c'est parce qu'il semble tellement plus physique que les arbitres se disent maintenant c'est bon, mais j'ai l'impression de voir... parfois, j'ai l'impression... Non, j'exagère, j'allais dire de voir Shaq au début des années 2000, mais en gros, il n'y a jamais de coup de sifflet sur Bam Adebayo, quoi. C'est soit il marque, soit il rate, mais il va pas au lancer franc, quoi. Je me permets de continuer ta digression. Miami et Denver sont deux équipes. C'est les premières finales depuis plus de 10 ans où il n'y a pas eu de faute technique, depuis le début des finales.
Ça c'est plus arrivé depuis 2013, donc ça fait 10 ans. C'était la finale entre les Spurs et le Heat. C'est deux équipes qui parlent très peu aux arbitres, et quand ils parlent aux arbitres, c'est très différent de ce qu'on peut voir globalement en NBA, c'est-à-dire que c'est une équipe qui discute avec les arbitres. C'est pas une dispute. Et même après les matchs, ils sont pas dans le. C'est pas Calimero, quoi. Ah ouais, c'est C'est ça. c'est quoi? C'est un des premiers matchs des tout premiers matchs de la série où il y a eu un énorme écart sur les lancers francs. Et Spoelstra, je crois que c'est Spoelstra qui avait dit non, mais c'est juste que on n'a pas été agressif, quoi. Donc, alors que dans d'autres, on en a vu des cas de figure où les coachs se plaignaient de l'arbitrage. Et non, mais ça c'est un vrai bon point, que deux équipes qui sont pas dans la plainte permanente arrivent là, c'est quand même mieux. Tu penses que même ils n'ont pas été jusqu'à envoyer, ces équipes-là n'ont pas envoyé des compilations vidéo Les comme Rockets, cherche c'est pas. une équipe, voilà. Si vous connaissez les dirigeants qui ont été à la fois aux Rockets et aux Sixers, vous savez qu'il y en a qui aiment bien envoyer ce genre de compilations ensuite auprès de la ligue. Tu penses qu'il y a des mecs qui ont été payés pendant tout un été à devoir faire des slides et des centaines de pages sur PowerPoint pour montrer que à telle minute, dans le deuxième quart-temps de tel match, il y avait faute sur PJ Tucker. Exactement, c'est clair. Non, franchement, enfin bref. Allez, je vous propose de basculer vers une autre équipe qui a des questions à se poser cet été, qui fait l'actu en ce moment, c'est Portland, avec le cas Damien Lillard. Et puis Portland donc, a récupéré le 3e pick de la prochaine draft qui s'annonce, avec, pour donner un petit peu en guise de préambule, la grande question: continuer avec Damien Lillard, garder le pick, continuer avec Damien Lillard ou essayer d'échanger ce pick pour récupérer un joueur qui puisse permettre aux Blazers de jouer le titre tout de suite, ou bien carrément changer de fusil d'épaule, se dire bon bah c'est pas grave, on a un haut pick qui va nous permettre de récupérer un très fort joueur, on repart de zéro ou pas loin, on traite Damien Lillard. Voilà, c'est un petit peu la croisée des chemins du côté des Blazers. Antoine, je vais commencer par te céder la parole, vu qu'avec Clyde Drexler et Terry Porter, tu dois être parmi les gens qui ont le plus Portland dans le sang. Deux choses, question de partie, comment tu vois les choses? Et toi, en fait, bien sûr, t'es pas uniquement un fan, hein, tu sais mettre la casquette de fan quand il faut ou pas, mais qu'est-ce qui te semblerait le plus judicieux de ton point de vue? Alors déjà, comment je vois les choses? Je pense que c'est effectivement l'intersaison la plus décisive pour les Blazers. Je pense que là, on est à un tournant, c'est-à-dire que chaque année, il y a eu un peu toujours les rumeurs autour de Lillard, mais je pense que c'était des rumeurs qui étaient plus, qui avaient une logique marketing de la part des médias, plus qu'une vraie volonté ou possibilité qu'il y ait un transfert. Là, je pense que par contre, on est sur l'intersaison décisive, parce que jamais Portland n'a vraiment eu les atouts pour se renforcer. C'est-à-dire que c'est facile de dire faut entourer Lillard. Oui, mais bon, en NBA, ça marche pas comme ça. Tu décides pas demain, t'es pas dans les jeux les jeux NBA 2K où tu collectionnes des cartes, où tu forces les transferts. Non, tu peux pas demain dire à Yanis, attends, non, mais viens frère, c'est bon. Tu vois, non, ça marche pas comme ça. Ça, c'est ce que Kyrie croit, ça. Ouais, voilà, c'est Kyrie, lui, il pense que ça marche encore comme ça. LeBron, tu veux pas venir à Dallas? Ouais, LeBron, viens à Dallas, t'inquiète, ça va bien se passer. Mais non, tu vois, t'as quand même besoin, il y a quand même des règles et des transferts à mettre en place, des salaires à respecter. Il y a quand même des dirigeants. Je veux dire, on n'a plus, comment il s'appelle, Billy King des Nets, que tu peux carotte comme ça. Tu peux carotte leurs Nets, mais ils n'ont pas de joueurs. Donc, bon, à un moment, il faut quand même que tu présentes des choses. Et Portland n'a jamais eu des atouts. Par contre, là, comme tu le disais, avec le 3e pick, Portland a un atout convoité. En plus, Portland a quelques jeunes pas dégueux, Anthony Simons, Shaedon Sharpe notamment. Donc, pour une fois, tu as de la monnaie d'échange. Donc, tu as vraiment la possibilité. Donc, pour une fois, tu es mis face à ce dilemme vraiment de dire, est-ce que je reconstruis jeune ou est-ce qu'on enchaîne sur le futur? Ça, c'est comment je vois les choses. Je pense que ce sera décisif. Je pense que Portland va très sérieusement d'abord essayer quand même de miser sur l'aspect compétitif. Et c'est ce que je ferais moi. Je pense quand même que je ferais tout pour entourer Lillard, quitte à, tant pis, pas drafter en 3e position. Même si je pense que Scoot Anderson peut devenir un super joueur, je ne suis pas sûr qu'il devienne aussi fort que Lillard dans le futur, honnêtement, je ne pense pas. Je ne suis pas sûr qu'à cette 3e position, il y ait un prospect incontournable. Voilà. Donc, si ça veut dire piocher en 1 dans 5 ans parce que l'équipe n'a pas marché et que Lillard, au final, il est parti à la retraite et qu'il n'y a plus aucun atout pour reconstruire et qu'il y a une saison dégueulasse où les Blazers, ils gagnent 15 matchs et que derrière, ils récupèrent le first pick, je trouve ça plus intéressant d'avoir tenté à fond ces 5 années, peut-être 3 années, que de tenter maintenant de reconstruire sur quelque chose où tu n'es même pas sûr que dans 10 ans, tu auras une équipe aussi forte que celle que tu avais avec Lillard. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de miser sur le futur. Là, tout de suite, ça n'a pas d'intérêt.
je pense que la priorité, ça doit être de trouver une option. Et c'est là où je vais vous donner la parole. C'est que je ne suis pas sûr, malheureusement, et c'est là où ça me fait un peu mal, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment une option qui te satisfasse. Ça se dit, c'est comme ça? Oui, c'est Ouais. ça, c'est bon. J'ai eu un doute. Je vais appeler Maître Capello, mais non, c'est bon. Oui, mais voilà, donc je ne suis pas sûr que tu puisses trouver la star qui te suffise à vraiment renforcer cette équipe. Ça, c'est ma crainte. Et que du coup, on se dirige ensuite vers un trade de Lillard. Ça, c'est ma peur, perso. Mais moi, j'aimerais pas être à la place des Blazers, c'est ultra compliqué parce que j'ai un peu l'impression une sorte de, enfin pas de lutte, mais une petite partie d'échec pour savoir qui va ressortir de l'histoire en étant le moins, en ayant l'image la plus clean, quoi. Parce Qui que va craquer le premier? je pense que Lillard, il a quasiment acté qu'il pourrait pas gagner de titre avec Portland, ce qui n'est pas grave. Hein. Il a toujours dit qu'il pouvait finir sa carrière sans avoir gagné de titre, mais il aimerait au moins il pense avoir mérité l'opportunité de se battre pour le titre encore quelques années, et je pense qu'il a raison. Il a montré beaucoup de fidélité et d'implication, ça me semble logique. Et en même temps, je pense aussi que les Blazers doivent se dire qu'ils gagneront peut-être pas, à moins de récupérer une autre superstar, ce qui, comme tu l'as dit, est très compliqué, avec ce qu'ils ont comme atout. Que l'avenir passe probablement aussi par un départ de Lillard, mais qui ne veulent pas être ceux qui forcent la main à Lillard pour partir. Au même titre que Lillard ne veut pas être le gars qui demande son trade parce qu'il est attaché à cette image de mec fidèle. Donc, j'ai l'impression là c'est une espèce de lutte pour pas ressortir avec une sale image de l'histoire. C'est la première fois, là, on en a déjà parlé, mais c'est la première fois, je trouve, que Lillard parle de façon aussi franche et directe d'un départ. Avant, c'était toujours jusqu'à donner sa destination préférentielle et tout. Alors rien que ça. Ouais. Faut contextualiser un petit peu la petite interview parce que c'était quand même. Parce qu'en fait, juste Antoine, tu fais référence au fait en gros, un journaliste lui a dit si tu devais partir, il lui a donné un certain nombre d'équipes dans laquelle tu te sentirais le mieux aller. Et il a dit Miami parce qu'il y a mon gars Bam Adebayo. Mais le mec lui avait donné un nombre d'équipes et puis après, il a surtout redit. À la fin, qu'il voulait rester à Portland. Il voulait rester, ouais. Voilà, mais il connaît, c'est un excellent communicant, c'est un des mecs les plus intelligents et intéressants à écouter. Il sait très bien, il aurait très bien pu balayer ça d'un revers de la main et il savait que ça ferait parler dans tous les cas. Et c'est la première fois que je l'entends dire, et ça a été graduel, où il a commencé à dire je pense que la franchise est face à deux options, jouer la carte jeune ou continuer à être compétitif. Et s'ils prennent pas de décision, eux comme moi, on va devoir en prendre une, quoi que ce soit eux ou moi, on va devoir en prendre une. Donc il continue de mettre ce coup de pression-là. Il y a eu d'autres phases où on sait qu'il a rencontré les dirigeants, où on sait que les déclarations à distance, où il dit qu'il pense mériter les opportunités de jouer le titre et tout ça, c'est des coups de pression. C'est la première fois vraiment qu'il le fait. Et là, c'est pas anodin. Moi, honnêtement, je sais pas ce que je ferais parce que c'est très compliqué, que j'ai peut-être une affection aussi sans borne pour Lillard. Mais est-ce que c'est vraiment le joueur en tant que numéro 1 qui peut t'amener au titre? Je suis pas sûr. Dans cette NBA 2023, à moins d'avoir un roster très très précis autour de lui. Et je pense que les Blazers vont en arriver à cette conclusion et qu'il y aura un trade à un moment, que ce soit là ou avant la prochaine deadline. J'ai l'impression qu'on se dirige quand même vers ça. C'est tout ce qu'il y a autour, l'atmosphère autour de l'équipe, autour du joueur, la façon dont chacun communique. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une séparation. Le fait que CJ McCollum dise qu'il pense qu'il va partir, il le connaît quand même. Il le connaît quand même sacrément bien. Tu vois, ils sont plus dans la même équipe, mais le fait qu'ils disent qu'ils pensent, d'après ce qu'ils voient, que Lillard va partir, c'est que, pour moi, ça trompe pas. Ouais, la difficulté, parce qu'on en parlait un petit peu avant de commencer le podcast, c'est vrai qu'il n'y a pas de destination qui tombe sous le sens ou évidente, où tu dis à la fois pour Portland ça a du sens parce que ce qu'ils vont récupérer ça sera suffisant, et pour Damian Lillard ça sera intéressant parce qu'il pourra jouer tout de suite le titre. Parmi les équipes, c'est vrai qu'en regardant, forcément on regarde Miami puisque c'est quand même l'équipe qu'il a citée. Alors autant, effectivement, ça aurait beaucoup de sens pour Miami. Je pense qu'il serait parfait pour le hit avec la hit culture, avec les formes de jeu. Je pense que ça serait vraiment parfait pour Miami. Mais quand tu vois les packages que Miami pourrait proposer en retour, est-ce que c'est vraiment suffisant pour Portland, pour faire l'affaire pour Portland? Je sais pas, quoi. C'est compliqué. Mais je pense que c'est pas la première question à se poser, en fait, à mon avis, si je peux me permettre. Je pense que la question... Parce qu'en fait, si tu arrives à ce moment-là, à ce stade de Lillard qui demande son transfert, en fait, on rentre dans un autre domaine. C'est plus vraiment un bras de fer. Ils vont laisser aller où ils veulent. Je pense que c'est plus vraiment un bras de fer, et à partir du moment où il le demande, Portland accepte l'idée et c'est plus entre guillemets une faveur. Je pense pas qu'il irait à Miami pour autant. Je pense pas qu'il prendrait le package de Miami. Je pense que quand même Portland essaierait de récupérer le meilleur package possible.
Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y aurait plus. Tu vois, on n'est pas comme je ne sais plus quel trade récent de Superstar où le mec a demandé, c'est un peu contre le gré de la franchise, tu vois, la franchise qui est pas du tout dans ce mood-là, qui est un peu pris. Et là, où là, du coup, Kevin Durant, voilà. Et là, du coup, qui a fini d'ailleurs par lui offrir sa destination au passage. Hein. Mais tu vois, là, c'est pas pareil et c'est pas en mode ah bah non, bah on va le garder, il veut, bah non, il est sous contrat, tant pis, on attend la meilleure offre. Je pense que là, ce serait bon, ok, c'est la séparation, c'est maintenant, on va prendre l'offre la moins pire. Tu vois, et là, du coup, c'est plus pareil. C'est tout bête, mais là, il y a quand même la nuance est importante. C'est-à-dire que tu es déjà dans l'idée de savoir, bah, je vais perdre ce transfert. Je vais le du perdre. coup, qu'est-ce que lui, c'est là qu'il faut se demander ce que lui veut. Et moi, je pense qu'il préfère quelque chose comme Miami, un truc un peu hybride où il y a une star, Jimmy Butler, mais il n'y a pas de superstar. Où si lui rejoint l'équipe, on se dit ouais, c'est bon, c'est une super team, ils nous font chier. Tu vois. Pour moi, c'est Brooklyn. C'est Brooklyn, je pense, là. Mais c'est celle qui, pour moi, fait le plus de sens à partir du moment où on met en compte transfert de Brooklyn, qui est la deuxième équipe qui cite après Miami, parce qu'il y a son gars, Michael Bridges. Mais quand je disais, c'est pas la première question, c'est que je pense qu'en fait, la priorité d'abord des Blazers, et c'est là où c'est le plus dur, parce qu'en fait, trouver une destination pour Lillard, ça sera pas si difficile. Je suis d'accord avec toi, Théo. Il n'y a pas forcément une destination qui fait vachement de sens. Mais parce que tu prends en compte le côté Portland doit récupérer quelque chose. Ouais. Je pense qu'en fait, à partir du moment où on arrive à ce stade, et c'est pour ça qu'il n'y aura pas de transfert le soir de la draft, j'en suis intimement convaincu. Le soir de la draft, Portland va drafter en 3e position. Le transfert, il interviendra plus tard. Si transfert il doit y avoir, que ce soit de Lillard ou d'une star vers Portland, je pense que ça ne sera pas le soir de la draft. Et c'est peut-être, et ça peut mener à ce que dit Shai, c'est de voir qui va craquer le premier. Est-ce que Lillard, 25 juillet, toujours pas de trade, est-ce qu'il va pas dire ok, c'est bon les gars, j'ai compris, c'est mort, allez, je demande mon trade. Mais la vraie difficulté, je pense, c'est pas de trouver un point de chute pour Lillard, c'est déjà de trouver la deuxième star. Parce que tu vois, des points de chute potentiels, il y en a 29. Ah, pour qu'il reste à Portland, tu veux dire? Ouais, c'est ça, pour qu'il reste à Portland. Des points de chute potentiels pour Lillard, il y en a 29. Il y a 29 autres équipes. Les 29, elles seront intéressées par Damian Lillard. Par contre, des stars disponibles que tu es susceptible de récupérer en fonction des assets que tu as, là, il y en a beaucoup moins. Et c'est ça où c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que j'ai peur que malheureusement Lillard soit amené à partir. C'est que je me dis qu'en fait, il n'y a pas d'option pour Portland. Et je ne pense pas que l'idée, ça soit vraiment de construire un effectif qui gagne le titre. Tu vois, Shai, je ne pense pas que ça soit l'objectif principal, mais de construire un effectif qui est suffisamment bon pour que tu ne te dises pas au début de la saison, dans le meilleur des cas, Portland, il passe un tour avec de la chance, quoi. L'idée, c'est de se dire, ok, avec cette équipe, on peut au moins viser le second tour. Et une fois au second tour, qui sait? Peut-être qu'on n'est pas assez fort pour gagner, mais il faut qu'on puisse être dans le top 4 à l'Ouest, tu vois. Et ça, combien de stars vraiment te font passer dans le top 4 à l'Ouest? D'autant que quand tu as un joueur comme Lillard, c'est que tu t'es mis... Un joueur comme Lillard, c'est ce que tu dis, Antoine, là. Tu fais un deuxième tour de playoff, qui sait, en fait? Parce que c'est vraiment le mec qui peut tuer une série, qu'il a prouvé à maintes reprises qu'il va te prendre le match au buzzer s'il le faut, le match décisif. Donc c'est vraiment, il faut tout ce que tu as envie, c'est d'essayer de le mettre en situation de pouvoir, quoi. Et après, ça reste le jeu avec tous ses aléas. Mais c'est vraiment le type de joueur, je pense, enfin, c'est un peu la différence entre les stars de saison régulière et les stars de playoff, quoi. Lillard, il est fait pour ces moments-là, quoi. C'est vraiment, pour moi, le difference maker de playoff, quoi. Et c'est pour ça que tu dois avoir une équipe où tu es sûr de les faire, et c'est pas juste tu vas arriver, tu es 6e position, tu es 6e à l'Ouest, et tu commences à l'extérieur contre un des top 3 de la conférence, tu vois. Il faut que tu aies une équipe qui soit capable de viser le top 4, qui soit capable d'avoir des ambitions, et pour ça, il faut vraiment une deuxième star. L'effectif, pour l'instant, il est trop faible. Je trouve que le recrutement, il avait été très bon l'an dernier. Le recrutement, il est bon. Jeremy Grant, c'était bien. Josh Hart, c'est une bonne idée. Ça n'a pas marché. Et au final, il y a eu des blessures. Mais l'effectif est... Attention, Portland avait bien commencé. Souvenez-vous, Portland était dans les 3 premiers pendant longtemps. Après, il y a eu quelques blessures, notamment celle de Lillard. Et ça manque de talent. Dès qu'il y a une blessure de Lillard ou une absence de Lillard, tu sens que ça manque de talent. Donc oui, il faut qu'il y ait plus de talent dans cette équipe. Mais là, je peux vous donner des noms et vous me dites, mais Jaylen Brown, les fans des Blazers, je pense qu'ils rêvent debout, là, ils rêvent réveillés. Je ne vois pas dans quel monde Boston, il lâche Jaylen Brown contre Scoot Anderson et Anthony Simons. Ça n'a aucun sens. Tu vois ce que je veux dire? Je ne comprendrais pas pourquoi il le ferait. Il faut une équipe qui soit en reconstruction. Je sais pas, moi je me demandais s'ils essaieraient pas Bradley Beal, par exemple, tu vois. Je l'ai mis dans je crois que je l'ai mis dans un papier que j'ai fait. Parce que Washington, ils ont l'air de vouloir amorcer un truc un peu différent, quitte à perdre. Donc, je pense que Bradley Beal, il le fait.
T'es Washington, tu récupères Scoot Henderson. Si tout du moins tu crois en lui et que tu te dis que ça peut être ton joueur qui te porte un peu à l'avenir, ça peut se faire. Moi, je le ferais pas à la place de Portland. En fait. Bah, c'est ça, Parce moi que pareil. Je sinon, pense que moi non il plus, en est fait. tellement mais- cher à payer. Et pour le coup, Ouais. je trouve que t'as pas beaucoup de garantie de faire un deuxième tour. Et puis, Même ils peuvent se si marcher- Bradley ils peuvent Beal se est marcher fort, hein, c'est dessus. pas ça. Mais Ils peuvent se marcher un peu dessus aussi, quoi. c'est... Moi, je pense que Washington le fait, celui-là, mais que Portland le fait pas. Washington le Mm. fait les yeux fermés, à mon avis, pour avoir Scoot Anderson, Simons, même sans Simons, je pense qu'ils le font juste contre le pic. Je pense très sincèrement qu'ils le font contre le pic et du cap. Mais ouais, Bill, j'ai peur que ça soit trop juste. Je pense Parce que même Portland va être obligé d'envoyer beaucoup plus que ça, ne serait-ce que pour Ouais, parce qu'il matcher faut le mettre des salaire de salaires. Bill, en fait. Ouais. c'est ça, tu es obligé de mettre des salaires. Donc tu vides ton équipe pour avoir juste Damian Lillard et Bradley Beal, en gros. Quoi. C'est Je pense que l'option la plus crédible, c'est Siakam. Parce que Toronto va être en reconstruction, ça me semble inévitable. Je pense que Fred VanVleet ne va pas re-signer. Je pense qu'il y a un projet jeune, il y a de la jeunesse qui se dessine. Siakam, il est dans son prime, il est Ils très ont pris fort. ils ont pris Ça un n'a coach pour plus- développer des voilà, joueurs aussi, en Ça plus. n'a plus d'intérêt à Toronto de garder Siakam. Et du coup, je pense que Siakam, il y a même un monde où, tu sais que tu aimes bien les homecoming, Shai, je pense qu'il y a même un monde où ils demandent Sheldon Sharp plutôt que Simons. Et si tu es Portland, tu peux dire, ah bah ok, on garde nos 2 meilleurs scoreurs et en plus on ajoute Siakam et peut-être on re-signe Jeremy Grant. Je ne sais pas si ça te colle complètement financièrement, mais il faudrait que je revérifie. Mais je pense que Siakam, c'est le plus crédible, mais j'ai peur que Siakam, ça ne suffise pas en fait. J'adore Siakam, mais j'ai peur que ça soit trop léger. Moi, j'aime bien Bridges, il rêve les yeux fermés. Les Ouais. Joker, pareil. Mais Siakam, je pense que ça peut suffire pour en tout cas faire les objectifs dont on a parlé tout à l'heure. Mais si autour tu construis un truc correct, le supporting cast va être important, mais Siakam, je pense qu'il est capable de prendre une autre dimension et avec un joueur comme Lillard autour, ça peut. Je trouve aussi que c'est peut-être la meilleure solution et c'est pas du tout celle qui te garantit de jouer le titre. Hein, je dis pas ça, mais au moins qui te garantit un peu de compétitivité. C'est un mec qui a gagné le titre, il fait toujours des saisons quand même super propres. Je pense que ça peut le faire. Après, il faut pas qu'autour ce soit le désert, c'est sûr. Si c'est que des joueurs très très moyens autour des deux, ça sert absolument à rien. Est-ce que Siakam Lillard, t'es plus fort que Phoenix? Non. Est-ce que t'es plus fort que Denver? Non. Est-ce que t'es plus fort que... Phoenix, j'attends de voir ce qu'ils vont faire. Voilà, Phoenix en supposant qu'il y a une belle intersaison. Ouais, c'est ça, parce que je me ferai un peu de soucis du côté de Phoenix quand même, en attendant de voir l'intersaison. Effectivement, en supposant qu'il y ait une belle intersaison, mais même tu vois que les Lakers, si les Lakers ils gardent Austin Reeves, LeBron et Anthony Davis, je pense que je les mets quand même au-dessus d'un Portland avec Siakam Lillard. Et j'ai peur que tu arrives à cette 6e place dont je te parlais, où tu es 6e et tu commences au premier tour contre Denver ou contre Phoenix. Et bah ouais, c'est bien, tu sors 4-2, c'est super, c'est bien, tu as joué 6 matchs de playoff, tu vois. Il y a une donnée importante aussi dont on n'a pas parlé, je pense, c'est qu'ils n'ont pas changé de coach. Visiblement, Billups va rester. Et je ne sais pas si c'est une bonne chose. Pour l'instant, j'ai pas vu grand-chose non plus de sa part depuis qu'il est là. C'est important que tu le notes parce qu'en fait, Siakam, moi j'aime beaucoup le joueur, mais c'est un joueur vraiment hyper atypique. Et je pense que pour l'utiliser du mieux que pour vraiment utiliser au mieux ses qualités, tu as besoin quand même de principe de jeu ou d'un système de jeu vraiment presque sur mesure. C'est un peu paradoxal parce qu'il peut faire plein de choses sur un terrain, il peut faire plein de choses, donc il est hyper polyvalent. Et en même temps, je trouve qu'offensivement, notamment, il a un style de jeu vraiment particulier et où il faut que tu aies un coach qui sache se servir de ça, quoi. Ouais, ce ne sera pas le cas parce que Billups, je dis pas qu'il est mauvais, hein, ça n'a absolument rien à voir, mais on n'a pas vu une patte, un style de jeu très identifié. Depuis qu'il est là, je trouve même que c'est un peu compliqué. Hein. J'ai été surpris de voir qu'il serait reconduit. C'est aussi quelque chose qui me fait dire que peut-être, je sais pas si Lillard a validé ça ou non, mais c'est aussi quelque chose qui me fait dire que Lillard est pas à 100% dans l'idée de rester. Ouais, je sais pas quelle est. Après, apparemment, lui, il soutient Billups, donc il s'entend bien avec lui. On sait qu'il faut, il doit. Je pense que c'était une mauvaise nomination, Billups, de toute façon. Ah bah de base, c'est sûr, mais ça c'était l'erreur. Mais en tout cas, ce qu'on voit le plus sortir dans la presse, ça va être du Bridges, du Jaylen Brown. Ça, pour moi, c'est impossible. Boston, c'est impossible. Jamais Brooklyn. Ils sont plus Bridges. Bien sûr, c'est ça. Brooklyn, ils sont plus proches de récupérer une nouvelle superstar pour passer un cap que de reconstruire de zéro. C'est ça. Moi, j'aime beaucoup cette équipe, en fait. Ils ont tout, sauf une star. Et s'ils ont une star, ils peuvent tout de suite, je pense, être vraiment compétitifs. Mais leur star, ce sera peut-être Lillard. Je serais pas surpris parce que Brooklyn, eux, ils peuvent envoyer 4 ou 5 pics. Et si maintenant on se place du côté, ok,
Bon, bah déjà, on l'envoie sur la côte Est. Et bon, il aime bien Brooklyn. On va envoyer Lillard dans un gros marché. Ok, on t'envoie chez ton pote Michael Bridges. Ils partagent le même agent. Ils sont potes, tout ça, super. Brooklyn peut sacrifier, je pense, au moins Cam Johnson, tu vois, ou un des deux entre Johnson et Claxton. Et je pense que c'est Johnson qui sacrifieront parce que c'est un profil plus simple à retrouver que Claxton. Nick Claxton qui a un profil trop dur, je pense. Tu vois, c'est quand même des pivots mobiles comme ça. Sinon, ils T'en as n'ont pas des aucun masses. vent en plus. Ouais, c'est ça. Donc, je pense que, ouais, mais tu sais, il pourrait y avoir Nurkic qui, enfin bref, après, c'est pas le même style, mais je pense que tu peux sacrifier Cam Johnson via un sign-on trade. Donc, en plus, ça absorbe une partie du salaire de Lillard. Tu peux sacrifier Cam Thomas, qu'on a vu qui était un jeune capable de scorer. Et voilà, dans des équipes en reconstruction, ça peut toujours servir. Et tu peux envoyer 4-5 pics. Et voilà, et Portland repart avec ses 4-5 pics, ces 2-3 jeunes. Tu sais, tu mets encore un autre mec dans le deal. Je sais pas, tu mets un gars qui est susceptible d'être échangé ensuite ou des gars comme ça. Et Portland take his loss, quoi. Et se dit, bon, voilà, maintenant on est avec Scoot Anderson, c'est ça notre avenir, c'est Scoot Anderson, c'est Sheldon Sharp, c'est comme Thomas, c'est Anthony Simons. Tant pis, on lui souhaite tout le bonheur du monde à Lillard. Et voilà, je pense que ça, c'est un scénario plausible. Et juste pour revenir, je vous lance là-dessus, pour revenir sur les stars que peuvent faire venir. Je pense que Portland est dans une position où tu dois prendre des risques si vraiment tu veux et tu peux tenter des mecs injury prone, donc des gars susceptibles de se blesser. Donc tu peux mettre la pression aux Pélicans, voir est-ce que Zion ils sont vraiment prêts à le transférer. Ouais. Tu peux voir si Ingram ils sont prêts à le transférer si jamais les Pélicans décidaient de. Mais bon, ça m'étonnerait. Je pense pas que les Pélicans peuvent pas repartir de zéro s'ils veulent garder Zion. En fait, soit tu traites direct Zion, soit tu es obligé d'essayer d'être compétitif, quoi. Donc, tu as besoin de tester un peu les eaux du côté des Pélicans, voir ce que ça dit. Ou alors, les mecs, carrément, les Kawhi, est-ce que les Clippers sont prêts à casser? Est-ce que Paul George, est-ce que Kawhi, c'est des mecs que tu peux essayer de faire venir en essayant de pousser les Clippers à dire, regardez, de toute façon, vous êtes comme nous, vous ne gagnerez pas. Prenez Scoot Anderson. Vous avez déjà laissé filer Shai Gilgeous-Alexander. Tentez Scoot Anderson. J'ai l'impression que Kawhi, si tu l'envoies hors de Californie, il prend sa retraite. Hein. Mais pour moi, les Clippers, c'est une des situations qui auraient du sens. Le problème, c'est que Kawhi et Paul George sont en fin de contrat aussi. Donc, est-ce que tu prends le risque, sachant que tu joues ton va-tout sur une année, quoi. C'est ça. Sinon, ça aurait du sens, parce que je pense effectivement que l'histoire, enfin voilà, le pari des Clippers, et je critique pas le pari qu'ils ont fait, mais ça a été un échec, ça n'a pas été payant. Je vois pas pourquoi ça serait particulièrement plus. Enfin, je vois pas beaucoup de raisons de s'enflammer en se disant l'an prochain ça va payer à tous les coups. Donc moi, c'est une destination qui avait du sens pour moi, mais voilà, le fait que ça soit la dernière année de contrat de Paul George et de Kawhi fait que j'ai du mal à. S'il décide d'écouter Lillard, s'il décide d'écouter Lillard et sur le côté, je veux une équipe compétitive tout de suite. Ils prendront le risque de prendre des mecs qui sont en fin de contrat, hein, je pense. Mais la question, c'est plus est-ce que les Clippers ils prendront le risque est-ce que les Clippers, plutôt, est-ce qu'ils seront prêts à faire ce deal? C'est pas de toute façon à la base on sait que pour Clippers ça sera. Je pense aussi, hein, pour moi, là, on est d'accord que les Clippers, ils devraient arrêter les frais aussi, mais ils sont quand même dans une démarche de vouloir démarrer dans la nouvelle salle avec du beau monde à présenter au public pour que ce soit rempli, tout ça. Si t'as ni Kawhi ni Paul George, si t'en as aucun des deux, oui. Mais si t'en as un des deux et des jeunes et l'équipe qu'ils ont, tu peux encore jouer. Hein. Tu sais, le problème, c'est que tu peux encore jouer, mais tu es dans la meilleure conférence, je pense, des deux. Celle qui est la plus profonde, en tout cas. Est-ce que tu vises vraiment une 8e place avec cette équipe, sachant que tu n'as aucun pic? Parce que la question aussi, c'est tu préfères partir en disant je vais avoir Kawhi ou Paul George pendant 40 matchs ou avec un mec peut-être plus jeune et qui va jouer les 82? Parce que c'est ça aussi la réalité des Clippers, quoi. Moi, je vous en propose un dernier juste comme ça, là, au débeauté. Donc, joueur pour joueur, Trae Young contre Damian Lillard. Oh là là. Je l'avais mis, je crois. Quoi, ouais, Damian Lillard Si Lillard a son mot à dire sur le truc, je pense qu'il leur dit. Moi, je suis Portland, je le fais pas. Je le fais pas parce que mon 3e pick, de toute façon, c'est un meneur. Donc, pourquoi je préfère avoir Young que. Ouais, je suis d'accord. Non, je le fais pas non plus. Par contre, moi, j'en ai un, du coup. Vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais dire, je trouve que ça a quand même du sens, que je pense que Atlanta peut vite être bien meilleur que ne l'a été l'an dernier, avec changement de coach et compagnie. Il y a quand même du talent dans cette équipe, et que du côté de Portland, tu dis on récupère quand même un joueur calibre All-Star plus jeune, sur lequel on va pouvoir
on va pouvoir continuer à être compétitif et préparer la suite. Et le fait de le faire jouer avec un meneur, finalement, Atlanta, il joue avec un meneur, Trae Young. Tu peux faire jouer Scoot Anderson, je pense, et Trae Young côte à côte. C'est pas impossible. Après, je dis pas ça pour dire que je crois fort au fait que le trade se fasse, mais je trouve que c'est un trade qui avait quand même du sens pour la plupart des parties impliquées dans le truc, quoi. J'en ai un autre, moi, du coup, mais que moi, personnellement, je ne ferais pas. Mais est-ce que si, au final, une fois que les options de Jalen Brown, Michael Bridges, tu te rends compte que ce n'est pas possible, j'ai l'impression que dans les options un peu B, superstar B, tu as donc Siakam et tu as DeMar DeRozan. Parce que Chicago, je pense qu'eux, tous les jours, ils prennent le 3e pick si ça leur permet de se reconstruire. Sachant que eux, pour le coup, ils n'ont plus de meneur. Lonzo Ball, a priori, sa carrière, elle est foutue. Si tu leur proposes Scoot Anderson contre DeMar DeRozan, mais est-ce qu'ils n'ont pas besoin d'une star? Portland, ça me plaît pas des masses, mais bon. Moi, si je suis Portland, si je récupère une star, je veux un mec qui soit fort en défense, parce que ils sont quand même ultra light en défense. Et Lillard, voilà, c'est un monstre en attaque, mais c'est quand même pas un joueur très impactant de ce côté-là. Pour moi, il leur faut de la défense. C'est pas possible. Il faut un mec qui soit au moins, qui soit two-way. Si l'autre star qui doit venir, c'est pour ça que c'est cool quand on parle de Jalen Brown, Paul George, tous ces joueurs-là. Eux, on sait qu'ils ont cet impact-là et qu'ils peuvent compenser les faiblesses qu'il y a aujourd'hui dans l'effectif, mais si tu mets DeRozan, c'est pas le pire défenseur de la ligue, hein, mais c'est quand même un attaquant. C'est d'abord un attaquant, quoi. Trae Young, n'en parlons pas. Enfin, tous les joueurs qu'on cite, Bradley Beal, enfin, c'est des très bons attaquants. Mais si c'est pour foutre 120 points, mais en prendre 124, je trouve que ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, question compliquée. Bon, de toute façon, on va suivre. De toute façon, Portland va animer les débats et les rumeurs et les infos pendant une bonne partie de l'intersaison, je pense. Je vous propose de refermer la page NBA ici et de finir sur une dernière chose. Il y a le championnat d'Europe féminin qui est sur le point de débuter. Il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez suivi ou non, mais quand même une polémique assez marquante autour du cas Marine Johannes dont on avait parlé dans un précédent podcast avec Shai. Shai, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les enjeux de ce championnat d'Europe, le profil que va présenter l'équipe de France et puis les objectifs affichés et ceux peut-être ceux qui sont les réalistes. Ouais, non, je voulais pas dire ça parce que je voulais pas le formuler comme ça. Je suis content que ce soit toi qui l'aies dit parce que ça peut sonner très très négatif. Mais voilà, nous donner un petit peu toi comment tu vois ça, quoi. Non, mais effectivement, ça démarre dans un contexte alors que toutes les dernières campagnes étaient super prometteuses. Il y a une équipe qui se met en place avec des jeunes joueuses, plus des joueuses plus confirmées. Et là, ce qui s'est passé autour de Marine Johannes, l'absence de Gabby Williams, qui était la meilleure scoreuse de l'équipe, elle n'est pas là aussi parce qu'elle est blessée à la tête, elle ne peut pas jouer. Il y a aussi d'autres absences ici et là. Et donc là, on se retrouve avec un groupe assez jeune, à mi-chemin entre des joueuses très très jeunes qui n'ont même jamais disputé de compétition et des joueuses plus sur la fin, comme Sandrine Gruda, qui reste une très forte joueuse, hein, mais j'ai l'impression que l'équipe de France s'est mise une pression, on en a parlé, hein, mais avec cette gestion du cas Marine Johannes, s'est mis une pression inutile, tout en continuant de viser le titre. Hein. C'était ça l'argument, c'était on vise le titre. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas gagné d'euros, on vise le titre, donc on a besoin que les joueuses soient impliquées à 200% et qu'elles ne manquent pas le moindre jour de stage. Enfin, voilà, on a déjà dit à quel point on avait trouvé assez ridicule tout ce qui s'était passé dans la gestion du cas Johannes. Ce qui est encore plus ridicule, c'est de voir que la Fédé continue de vendre des maillots floqués Marine Johannes, voilà, dans des spots où il y a des matchs amicaux. Donc c'est quand même pas foufou. Après, on va rester quand même sur le sportif et en espérant que ça se passe bien. Hein. Donc c'est un Eurobasket qui va se jouer donc en Slovénie et en Israël. Les Bleus, elles seront en Slovénie dans le groupe C, si je ne dis pas de bêtises, avec la Slovénie, donc le pays organisateur, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, avec un premier match dès jeudi contre l'Allemagne. Donc objectivement, hein, la phase de groupe normalement ne pose pas de problème parce que le groupe des Bleus est quand même l'équipe qui part, c'est quand même pas du tout ridicule. Hein. Il y a quand même des joueuses, je disais Sandrine Gruda, il y a Alexia Chartereau, plein de joueuses qui étaient déjà performantes sur les précédentes campagnes. Hein. Marine Fautou qui s'était révélée, Yana Rupert. Voilà, il y a du beau monde, mais il y a aussi beaucoup de jeunes joueuses dont on ne sait pas du tout ce qu'elles peuvent apporter, qui n'ont jamais été là. Leïla Lacan, tout ça. Je n'ai pas cité Sarah Michel, mais Sarah Michel est toujours là aussi. En tout cas, il y a une espèce de pression dont je ne sais pas si elles seront capables de la supporter. En fait, les objectifs sont très très élevés, c'est-à-dire que ça joue la gagne, mais il te manque 2 voire 3 des meilleures joueuses de ton effectif, et c'est pas forcément rassurant. Et j'ai l'impression que si ça se passe pas bien là, Jean-Aimé Toupane et Céline Dumer, qui est la general manager de l'équipe, avec la façon dont ils ont géré le cas Johannes notamment,
vont avoir des comptes à rendre et on le souhaite pas. Hein. Moi, j'espère que ça va bien se passer et c'est possible que ça se passe très bien. Mais il y a des fortes équipes aussi en face, hein, comme chaque année à l'Euro. Il y a toujours les Espagnols, il y a toujours les Serbes, la Belgique. Et c'est un peu dommage, je trouve, d'avoir cassé un peu cette belle dynamique, l'enthousiasme, la médiatisation aussi des Bleus qui était vraiment sur une phase ascendante avec c'est des polémiques et c'est une gestion des choses qui est pas optimale et qui donne l'impression que ça va être très compliqué alors que ça n'avait pas à l'être. Quoi. Ouais, sachant que effectivement, tu parlais tout à l'heure de l'entraîneur et de la GM, c'est quand même pas très clair, évident de savoir si c'est non plus leur décision propre à eux ou si. De ce que j'ai compris, c'est quand même on leur a laissé le choix. Il et elle ont eu le choix de faire un peu comme ils l'entendaient. Ils ont choisi l'option un peu commando. Non, on veut absolument que les joueuses soient là de A à Z, que Marine Johannes ne parte pas faire une semaine pour signer son contrat. Il faut le rappeler, c'est quand même juste, elle a demandé à s'absenter 5 jours pour signer un contrat qui lui permettait ensuite d'aller jouer plus tard dans la saison en WNBA. Elle n'y est pas allée pour jouer 4 matchs et revenir cramer. 5 jours de préparation. 5 jours de préparation et il en reste. Je veux dire, l'Euro n'a toujours pas commencé. Il restait largement du temps. C'est du temps qu'elle aurait pris pour se reposer, probablement, parce qu'elle a joué les finales avec l'Asvel, comme d'autres joueuses de ce groupe qui préparent l'Euro. Donc, moi, de ce que je sais, le coach et la GM ont eu l'occasion que ça se passe sans scandale, finalement, parce que c'est la joueuse marquante médiatiquement pour le basket français et ça aurait pu se passer autrement. C'est une joueuse qui est là depuis, on l'a déjà dit la dernière fois, depuis qu'elle a 15 ans, elle vient à toutes les compétitions. Il y avait moyen de gérer autrement et du coup de ne pas se mettre une telle pression. Alors, si ça se passe bien, qu'il y a une médaille au bout, voire même un titre, écoute, on dira bravo. C'est peut-être bien d'avoir joué l'option commando et de ne pas avoir transigé sur des principes. Mais c'est difficile de débarquer là-bas ultra confiant. Ouais, sachant que, juste tu m'arrêtes si je me trompe, hein, mais Marine Johannes, a priori, c'était pas une surprise que ce soit une super joueuse. Le fait que l'Asvel soit allé aussi loin et donc soit allé jusqu'au titre, c'était pas non plus une énorme surprise. Sachant que c'est quand même le même organe qui gère à la fois les calendriers de LFB et qui gère l'équipe de France. Tu dis aussi que voilà, en termes d'organisation et de préparation, ça n'avait pas été quand même très, très malin. C'est ça le problème. C'est d'avoir fait passer. Voilà, faire porter le chapeau à Marine en disant qu'elle a choisi de ne pas aller en équipe de France, c'est un peu dur, quoi. Hein, alors que tu prends l'équipe d'Espagne là, qui sera quasiment au complet là, à l'Euro. C'est un championnat où il y a plus d'équipes, mais elles ont réussi à le finir bien plus tôt au niveau du calendrier, et donc elles sont toutes là. Il n'y a aucun souci, toutes celles qui étaient prévues, elles viennent, et c'est le cas pour d'autres nations. La Belgique, elle a ses stars. Et il y a des joueuses qui ont signé, qui ont fait la même chose que Marine Johannes voulait faire et qui ont même démarré la saison en WNBA avant d'aller jouer, là par exemple avec la Turquie. Je pense à Tira McCowan qui est naturalisée, mais elle a commencé sa saison, elle a signé son contrat pour pouvoir revenir après, et elle va jouer avec la Turquie et repartir. Il y a plein de cas de figure, et nous on a l'impression d'avoir eu affaire à quelque chose de très dogmatique pour on ne sait quelle raison, alors que la responsabilité vient quand même du calendrier, et puis c'est pas une joueuse. Je suis pas pour faire des passes droits pour tout le monde. Et ce serait même pas, je considérais même pas ça comme un passe-droit, mais juste, tu as une joueuse importante dont tu sais qu'elle peut te faire gagner la compétition ou participer à ça, tu peux lui laisser 5 jours pour aller signer un contrat et revenir. Si tu veux œuvrer pour le bien de tes joueuses, le bien financier, le bien sportif, parce que c'est ça, elle voulait aussi continuer de jouer dans la meilleure ligue du monde, bah tu fais des arrangements, un minimum, quoi. Mais surtout, en plus, c'est hypocrite parce que si on inverse les sexes, je pense qu'un joueur avec la personnalité, enfin l'icône que représente Marine Johannes, alors c'est pas forcément une icône de l'équipe de France féminine, mais ouais, je vais te dire des noms. Si Tony Parker, il avait décidé ça, mais ça s'est déjà fait. Ça a déjà été fait. Il aurait pu s'absenter même 3 mois s'il voulait et revenir, et on l'aurait laissé revenir. Si demain Victor Wembanyama, une fois, s'il devient le joueur qu'il est censé devenir, s'il y a un été qui décide, il décide qu'il peut pas, c'est pas il décide, c'est il peut pas faire les 2 semaines de prépa, il fait pas les 2 semaines de prépa, il sera prêt à la compète. Donc c'est absolument débile. En plus, je suis sûr que dans le groupe, alors c'est pas un insight, c'est que ce que moi je pense que dans le groupe, les joueuses auraient compris tout à fait, en fait. Je pense qu'elles comprennent la situation et elles peuvent comprendre que c'est pas forcément un passe-droit envers Marine Johannes, et que quand même Marine Johannes c'est pas n'importe quelle joueuse dans l'équipe, et que du coup ça aurait été compréhensible. Et je trouve le truc le plus bête, et je vais appeler ça de la bêtise, c'est qu'une fois que le scandale ou que la polémique a commencé,
tout le monde aurait eu l'occasion de faire marche arrière et ils l'ont pas fait. Et Et ça, ils pour auraient- moi, et- c'est juste de la bêtise et de l'ego. Ils auraient En fait, pu, à sous ce la stade-là. pression, il faut quand même dire que Tony Parker et Nicolas Batum ont quand même, direct dès que l'annonce a commencé à sortir, les deux ont sorti les bons boucliers, monté au créneau, et c'est tout à leur honneur. Même Batum disait je vais me mettre la fédé à dos. Il avait dit ça chez First Team, je vais me mettre la fédé à dos, mais c'est une connerie sans nom. Et Parker qui dit forcément Marine Johannes joue pour son équipe, donc les deux, malgré, faut se rendre compte, c'est le capitaine de l'équipe de France et le meilleur joueur de l'histoire du basket français. Et même ça, ça n'a pas suffi. Donc je pense que voilà, c'est une espèce de lutte d'ego, et alors on pourra rien dire s'il y a un titre au bout, ou même une médaille d'argent. On en a déjà 78 000 chez les filles. C'est plus une victoire, une médaille d'argent. Je suis d'accord. Ils Ils se sont interdit le droit. Je trouve la direction de l'équipe de France s'est interdit le droit de revendiquer une médaille d'argent comme une victoire là. C'est terrible. Et donc si elle gagne, bravo, et c'est génial, et je serai le premier à dire vous avez eu raison. Ça aurait pu être géré un peu mieux, parce que vous avez fait chialer une fille ou deux par-ci par-là, parce que Marine Johannes, après la finale, et même après en arrivant à New York, c'était pas la grande joie, hein. Je pense qu'au niveau santé mentale, c'était pas fou. Là je dirais écoutez, bravo, il n'y a pas de souci, c'est super. Non, mais j'allais finir là-dessus. Effectivement, ce qui est dommage, c'est que voilà, la compétition commence jeudi, au lieu qu'on soit simplement dans l'enthousiasme de voir l'équipe de France sur le terrain. Il y a quand même tout ce nuage de polémique qui va planer au-dessus de la compétition, quoi qu'il arrive, match après match. Et c'est pas cadeau non plus pour les joueuses qui vont participer à cette édition, pour qui, on souhaite que de bonnes choses et un parcours magnifique. Mais c'est pas non plus juste, je trouve, pour le groupe en lui-même de devoir porter ce truc-là. Puis après, il y a des gens qui demandent pourquoi les joueuses n'ont pas réagi. Limite, il y en a qui appelaient à faire boycott. Enfin, non, faut pas, c'est pas leur rôle, quoi. Elles sont là pour défendre l'équipe dans une compétition. C'est un problème privé entre Marine et la fédération. Il y aurait eu le souci, si Gabby Williams n'avait pas été blessée, on serait allé vers un souci du même ordre, hein, parce qu'avec la règle de la priorisation en WNBA, elle aurait dû faire un choix, elle aurait dû s'absenter aussi peut-être. Enfin, il y avait des choses qui faisaient que ça aurait été un cas compliqué aussi. Et imaginez si en plus, si la Fédé s'était mise à dos ces deux joueuses majeures quasiment, je pense que ça aurait pu être le cas, hein. Là, c'est presque une aubaine pour eux que Gabi soit blessée. Mais bon, voilà, ça c'est pour l'aspect un peu négatif dans lequel on aborde l'Euro. Mais on va le suivre quand même avec plein d'espoir que ça se passe bien comme les dernières fois, et même peut-être d'aller plus loin. Mais il y a des équipes qui semblent en meilleur ordre de marche, mieux armées, qui n'ont pas eu à gérer ces choses-là. Et c'est juste ça qui m'inquiète un peu personnellement. Bon, écoute, de toute façon, on va suivre ça de très près. On va refermer ce podcast ici. On a fait long, là. C'est vrai que moi, ça faisait 2 semaines que j'avais la tête dans le bouclage de Rivers. J'avais hâte de retrouver mes camarades. Ce soir, il y a... Ouais, j'ai entendu toutes les choses que tu disais pendant que je n'étais pas là. Je prêtais une oreille. Ce soir, il y a le match 5 donc, des finales NBA que vous pourrez retrouver le CQFR dès demain matin. On fera le point sur tout ça. Vous saurez si j'ai validé mon achat de sombrero et de cigares pour venir plus tard passer une tête dans un CQFR ou pas. Demain, mardi, il y aura aussi Late Session tard le soir à partir de 23h. Yes. Venez passer une tête, venez regarder ce qui s'y dit. Et je vous garantis que c'est bon moment à chaque fois avec Shai, Antoine et Benjamin en fonction des line-up, en fonction des ajustements de first row Shai qui détermine un petit peu la sélection. Nous, on vous donne rendez-vous quoi qu'il arrive au plus tard lundi prochain, avant peut-être si jamais le cœur nous en dit ou que ces finales NBA nous inspirent ou que l'actualité est chaude. Basket Session pour commander le MOOC Rivers. Nos réseaux sociaux, mettez des likes, un petit follow, parlez-en à votre famille, et puis nous on vous dit à très vite. Ciao. Ciao. The game is out there, and it's either play or get played.